c'était une grande joie pour moi quand le Prado, après 15 ans de service dans la formation, m'a donné cette possibilité de vivre dans cette proximité des gens que j'avais demandé depuis longtemps. Ça c'est sûr. Mais ce qu'on m'a demandé en venant à Limonest, c'est-à-dire après 94. Après 94, Après 94. Donc après 23 années de présence à Boulogne-Billancourt, de présence, d'action, on me demandait quelque chose ça m'a beaucoup coûté. Mais je te donne un petit exemple. Quand on a fait le pot d'amitié pour mon départ de l'union locale de la CGT de Boulogne, où j'étais au bureau de l'union locale de la CGT. Donc on a fêté un petit peu mon départ, très, très modestement. Mais il a fallu que je m'en explique. Alors j'ai expliqué que c'était aussi un lieu où on formait des prêtres à Limonest. Alors la réaction d'un gars, c'est un gars du parti, tout ça, mais il m'a dit, fabrique-en des comme toi. Bon, et ça m'a flatté un petit peu. Et j'ai dit, oui, fabrique-en des comme toi, je me suis dit, tiens, bon, quelque chose a passé, quoi. Tu vois. Alors... en 94, tu avais quel âge? J'avais 73 ans. 73 ans. Mais j'avais encore des activités assez importantes. J'étais président d'une association qui s'appelait Un logement pour tous. Donc on a fait un combat pour le logement sérieux, avec une plateforme très large, avec la CO, la CGT, la CFDT, le Parti communiste. Enfin, on a fait un très large rassemblement où on a sensibilisé aussi tous les chrétiens de Boulogne, dans les paroisses de Boulogne. Ils ont été soutenus par les prêtres de Boulogne. Ouvrez les yeux sur l'état du logement à Boulogne. Ils ont mastiqué ça aussi dans leur rencontre avec les chrétiens. Donc on a fait une action intéressante. Alors, bien sûr que j'étais un peu comme un poisson dans l'eau là-dedans. Et oui, on avait réussi à donner un certain témoignage de l'Église, qui s'ouvrait qui voit ses yeux à une réalité qui lui était pas toujours familière. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment de descendance par rapport aux prêtres ouvriers, il y en a quelques-uns, mais statistiquement c'est tout petit. Le fait que vous n'ayez pas, que les prêtres ouvriers n'aient pas de succession, de successeurs, quel effet ça te fait? De changement un peu radical là, les prêtres ouvriers ont été mis en place après la guerre, ils ont été interdits par Rome, ils ont été réacceptés et maintenant ils meurent d'une certaine façon sans succession. Au niveau pastoral, quel sentiment ça te laisse? Au niveau pastoral, non, au niveau présence dans le monde, oui. Au niveau de l'évangile. Oui. Bon, j'ai jamais sacralisé le ministère des prêtres ouvriers. Je me suis toujours retenu d'employer ce mot, le ministère PO. Le ministère des PO, des prêtres ouvriers. J'ai toujours combattu pour l'unité du ministère. On est au service d'un peuple, on est au service de l'Église. Alors, dans des situations différentes, mais si ce n'était pas le service de l'Église qui prenne toute ma vie, je serais laïque. Je serais laïque. Si j'ai tout investi, c'est parce que c'est pour construire une église, c'est pour faire naître une église, c'est pour animer une église, présente au monde et de manière précise dans ce qu'on appelait à l'époque la classe ouvrière. Hein. Bon. Alors, c'est ça ma préoccupation. Est-ce que l'église, est-ce que le ministère aujourd'hui, est-ce qu'il fait naître une église? Et est-ce qu'il soutient une église dans le monde, quoi, dans cette présence au monde? C'est vrai qu'on n'a pas le sentiment que les nouveaux courants portent
de la même manière cette préoccupation missionnaire. Alors, que notre intuition prenne d'autres formes, ça ne me gêne pas, mais on ne voit pas bien quelle forme elle prend. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on laisse une trace? Est-ce qu'on laisse un appel? Est-ce qu'on laisse un héritage? Je ne sais pas. Et est-ce que c'est repris? Autrement, c'est évident que quand on voit en 50 ans les bouleversements de la vie sociale, dans la vie des travailleurs, le rapport au travail, les rapports entre eux, qu'est-ce que c'est la condition ouvrière aujourd'hui? Il faut trouver quelque chose, mais je me dis, la génération qui monte trouvera. Hein. C'est ça qui me préoccupe. En étant ici à Limonest, donc centre spirituel du Prado à Limonest, qui est en même temps dans les mêmes bâtiments ou presque que le séminaire du Prado, tu observes plein de choses ici. Enfin, tu observes. Oui. Qu'est-ce que tu découvres toujours dans cette même réflexion sur la non-succession, d'une présence dans le monde radicale en tant que PO? Bon, ma position, mon attitude, c'est pas de recruter des PO au séminaire du Prado. J'ai pas envie d'étaler même une expérience. D'ailleurs, on m'a jamais rien demandé. Peut-être c'est inquiétant, je sais rien. Mais ça servirait à rien, hein, parce qu'ils vivent dans un autre monde, ils vivent dans un autre univers. Même les séminaires du Prado. Il y a une simplicité de vie, il y a un sens de l'évangile, un attachement à Jésus-Christ. Je ne critique pas du tout ça, mais ils vivent dans un monde différent et ils ont d'autres préoccupations. Quand je vois la polarisation, ça les prend tout entier quand il y a la période des examens, j'ai jamais senti la même fièvre pour partager la vie des gens, je sais pas. Hein. Alors, ça me pose question. Ça me pose question. Alors, je dis, moi je suis là, je bavarde avec eux quelquefois, je crois être assez discret, jamais m'imposer, hein, mais on m'a simplement demandé une fois ou l'autre, ou quelquefois, oui, dans ces 15 ans, de leur parler de l'étude d'évangile, de l'attachement à Jésus-Christ, comme ça. Hein, mais, alors, la manière dont j'en parle, peut-être leur laisse découvrir une manière de vivre le ministère, je ne sais pas. Mais c'est une question, pour l'instant, je la résous par la prière et une relation de sympathie avec ces jeunes. Parce que moi aussi, j'ai à découvrir qu'est-ce que c'est qu'un jeune réunionnais qui fait 2000 km pour venir se former pour être poète, ou un Coréen. J'ai à accompagner spirituel. Oui, je fais l'accompagnement spirituel. J'ai accompagné Coréens, Réunionnais, Haïtiens. J'ai d'abord à découvrir un peu qu'est-ce qu'ils portent dans leur... Qu'est-ce qu'ils portent en eux, quoi, dans leur personnalité, dans leur manière d'être, tout ça. Alors c'est un accompagnement très spirituel, mais où j'ai un peu la préoccupation de les mettre devant les réalités de la vie, y compris cette vie ici. Il ne faut pas simplement dire que c'est des Haïtiens, ils sont pour leur truc, mais qu'est-ce qu'ils font de... Comment ils s'insèrent, ils s'intègrent, ils accueillent, ils s'engagent dans la réalité qu'ils vivent ici, ils ne sont pas ailleurs. J'ai plutôt mal vécu l'animation diversifiée. Quand le Prado de France a décidé que les regroupements pradosiens se feraient par type de ministère. Le monde ouvrier, les ruraux, y compris le monde indépendant, il y a eu le monde de la santé. Alors,
je crois que là, on a calqué un petit peu, enfin, l'idéologie de l'Action catholique. Et on a voulu que le Prado fasse la même démarche. Alors que moi, ça ne me gêne pas du tout d'être en équipe pradosienne avec quelqu'un qui est aumônier d'ACI ou aumônier de lycée, etc. Dans la mesure où nous nous réunissons par rapport à ce qui nous est plus spécifique. Hein, une vie d'attachement à Jésus-Christ, de fidélité à l'Évangile, etc. Et avec cette préoccupation des petits qui passent les premiers dans notre ministère, d'une église qui se bâtit avec eux. Voilà, ça. Donc, c'est vrai que, globalement, dans l'ensemble, je ne l'ai pas très bien vécu. Je pense que oui, c'était très idéologique comme machin. Fidélité, ben, il y avait un moment, fidélité à son milieu d'origine. Bon, c'est les GFO qui ont lancé ça. Moi, je suis ouvrier, j'étais ouvrier, j'ai eu une formation ouvrière, jusque dans le temps de ma théologie et tout ça. Bon. Bon. Alors après, ben, les bourgeois, ils disent fidélité à mon milieu. Je ne vais pas renier. C'est pas comme ça qu'a fonctionné Ancel. Je ne crois pas. Non, fidélité à ton milieu, fidélité à l'habitude. Sois reconnaissant à ton milieu, tout ce qu'il y en a. Ancel n'a jamais rougi de son milieu. Bon, ben, il s'est fait ouvrier. Ben, c'est pas une démarche qui me convenait. Alors, se retrouver ensemble parce qu'on est né ouvrier ou parce qu'on est... Non, si... la dimension universelle n'est pas respectée, la dimension profondément évangélique n'est pas respectée dans ce cloisonnement. Moi, je ne l'ai pas très bien vécu. Je m'y suis investi honnêtement pendant toute une période, mais foncièrement, je n'étais pas très à l'aise dans cette démarche, pour la démarche du Prado. Même si je reconnais qu'elle a probablement été nécessaire, ou moins utile, pendant tout un temps. Je crois qu'elle a été nécessaire. Mais certains n'auraient peut-être pas, seraient peut-être pas restés au Prado sans cette démarche-là, mais il y en a qui sont restés au Prado douloureusement malgré cette démarche. Je pense à des gens très simples comme ces bons pradosiens de la Haute-Loire, Januel, etc., tu vois, qui ont été très mal à l'aise dans cette compartimentation du Prado. En fait, il y a quelque chose que je découvre ici, c'est que parler de collectif PO, les prêtres pradosiens au travail, donc ouvriers, ont existé avant la mise en forme de ce qu'on appelle les regroupements au niveau du Prado. Chez les PO, tu veux dire? Chez les PO, oui. Oui. C'est-à-dire que si on était collectif PO, c'était parce qu'on travaillait, et non pas parce qu'il y avait cette réflexion d'origine. Je m'explique mal peut-être, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais j'ai eu la même difficulté interne dans la vie dans le collectif PO. J'ai réussi, on était quand même un certain nombre à résister à ce désir qu'ont eu les PO de se constituer comme Une identité. comme une identité collective dans l'Église. C'est pas comme ça qu'on identifie notre ministère. J'aimais dire, je veux être pasteur. Hein. Ça ne veut pas dire je demande d'être dans une paroisse, mais je demande la grâce d'être toujours au service d'une église à construire et à animer, pour que cette église, elle soit témoin de l'évangile au milieu des gens. Hein. Mais c'est ça notre ministère. Hein. Notre ministère, c'est pas d'être militant à la CGT ou à la CNDT. Moi, j'ai jamais été très à l'aise dans le collectif PO. Mais je reconnais que c'était aussi une pratique nécessaire.
Et que le fait de se regrouper, de mettre en commun des problèmes qui se posaient de manière très spécifique, était important. Donc il avait sa raison d'être, mais il y avait une espèce de, je trouve, de sacralisation du collectif, et, comme un en soi qui me gênait, c'est vrai. Bon, il a vécu là-dedans, et je crois que c'était aussi nécessaire. C'était une période, c'était une époque. Oui, Est-ce que c'est toujours... oui, comme l'animation diversifiée au Prado. Hein. Je crois que c'était un moindre mal, sans voulu. Oui, là, moi je crois qu'il y a un certain désintéressement qu'il faut avoir, et pas sur le modèle d'une stratégie. Et là, il y a quelque chose qui est du mystique, qui est de l'ordre du charisme. Par exemple, tu vois, cette expression qu'employait les PO, communauté de destin. Communauté de destin. Je crois que on est en plein dans le charisme du Père Chevrier, là, vivre avec les pauvres, au milieu des pauvres, partager la vie des pauvres, etc. Mais ça ne définit pas une pastorale. Enfin, c'est un petit peu c'est de l'ordre du charisme, tu vois. Et c'est pour ça que je ne parle pas de ministère PO. C'est autre chose. Je parlerai volontiers du charisme du PO. Des gens qui ont senti, finalement cet appel, Père Chevrier qui bat la guillotière. Je crois que c'est du même ordre. C'est pas de l'ordre de la stratégie pastorale, hein, c'est de l'ordre du senti profond, de l'intuition spirituelle. Je me suis décidé sur ces Jésus et les people, j'irai au milieu d'eux, je vivrai au milieu d'eux, ils verront ce que c'est qu'un prêtre, et je leur donnerai la foi. Enfin, tu vois, je ne sais pas si c'est du Père Chevrier, mais on lui attribue. Il y a une démarche, c'est que je trouve intéressant. C'est de l'ordre du charisme, ça, il me semble. Alors on a voulu trop stigmatiser les choses. Finalement, à Limonest, c'est-à-dire, je suis autant dans ma vocation par deuxième que quand j'étais au boulot à Boulogne. Parce que cette intuition profonde qui m'a attiré à partager la vie des gens, cette sensibilité que j'avais, cette affectivité, mais qui me portait vers les pauvres depuis toujours, je peux vivre ici. Depuis 1994, mais quand je suis venu en 1994, je suis venu avec la responsabilité de diriger la maison. Encore mon truc. C'était pas mon affaire de diriger. Tu peux me faire C'était la succession de Chanfray. Voilà. Mais il fallait que je dirige la maison. Bon, moi, ma préoccupation, c'était est-ce que cette maison, elle reste accueillante, est-ce que les plus petits ont la première place dans cette maison. Quand il s'agissait par exemple d'accueillir les rencontres fraternelles, qui nous emmerdaient, qu'il fallait tirer les matelas, on avait plutôt envie spontanément de dire non, on se réfugie derrière des règlements d'hygiène, de sécurité, tout ça, et puis on classe le problème, tu vois. Bon, c'est une petite chose. C'est dans le travail d'accompagnement spirituel. Dieu sait qu'il y a de la pauvreté dans la vie des gens, de la pauvreté cachée, etc. Accueillir pendant 1 heure, quelquefois 2 heures, une petite sœur du Prado ou d'ailleurs. Bon, c'était ce qui m'était offert de vivre avec des gens qui rament, des gens qui sont petits, des gens qui etc. Tu vois.
j'ai 4-5 fois par semaine des gens suicidaires qui m'appellent de Paris, de Boulogne. Il faut que je me farcisse une demi-heure. Bon, je dis, j'ai le temps, j'ai que ça à faire ici. Alors, mon ministère aujourd'hui, je crois, c'est l'accueil et la prière. Pour moi, c'est ma manière en donnant des priorités. Ma prière d'intercession, j'ai tout le temps. Je peux nommer des gens à l'infini. Je fais beaucoup de courriers. Je réponds toujours aux lettres. Je réponds toujours aux lettres. Je prends les devants quelquefois dans des situations difficiles. Bon, je me dis, il faut que je trouve mes marques pradosiennes ici, puisque je ne suis pas ailleurs. Ce réalisme qu'elle nous appelle le Verchemillon. La priorité donnée à celui qui a plus besoin, c'est peut-être quelquefois celui qui crie le plus fort, j'en sais rien. Bon, alors, c'est ça. Parmi les séminaristes, par exemple, il y en a qui je serais plus attentif parce que je sens qu'il y a plus de difficultés, c'est comme ça, tu vois. C'est plus... parce que j'ai pas beaucoup je n'ai rien, j'ai pas une pastorale à me définir ici. Je fais... Il y a d'abord accepté d'être dans cette situation-là, parce que ça m'a été dur. Il m'a fallu 2 ans pour consentir vraiment à ne plus être à Boulogne. En pleine pâte humaine, comme on pourrait Oui, dire, sans reprendre le slogan. Alors c'est ça, c'est pour te dire, tiens, mais c'est pas de la pâte humaine, là, c'est des curés, c'est religieuses, des gens qui viennent avec leurs problèmes, avec leurs soucis, avec leurs tentations, avec... retrouver la pâte humaine là où elle m'est offerte, je sais pas. Si le Prado, l'Église m'a donné l'occasion de vivre quelque chose, pourquoi pas ne pas le partager. Je crois beaucoup à la tradition. Moi, j'ai appris, je l'ai souvent dit, j'ai appris plus par les hommes que par les livres. Parce que les livres, je n'en ai pas lu beaucoup, mais j'ai connu des hommes. Et je vois par exemple ce premier Prado que j'ai connu en entrant à la série, à l'œuvre de la première communion. Je pense à un père Chervier, qui était aumônier des prisons, qui était un homme, j'avais aucune assurance pour lui, un gros bonhomme de prêtre, etc. Et qui vivait dans cette simplicité de l'évangile. Au début, je pense à un père Huguetto qui m'a appris que les pauvres sont nos maîtres. Mais il ne me l'a pas appris en théorie. Il me l'a appris. Je te le dis, mais tu le liras dans mon machin. Mais, par exemple, cette petite anecdote qui pour moi était une leçon de pédagogie et d'évangile. Un gamin de la série qui avait piqué un billet de 100 francs. Il l'avait planqué dans ses chaussettes. Et j'étais en train de parler avec le père Huguetto dans son bureau et le frère Pierre nous amène le coupable qu'il avait découvert. Et on a trouvé le voleur, le Huguetto. Oh, ce petit gars, il avait la chocotte. Hein. Et il avait le billet qu'on a trouvé. Il dit, t'es pas un voleur. Pourquoi t'as fait ça? T'es pas un voleur. Tu sais, on va faire un marché. Si tu veux, ce billet, je vais le mettre sur ton livret de caisse d'épargne. Tu l'auras quand tu sortiras, puis tu l'utiliseras bien. Allez, viens, fais-moi la bise. Tu vois. Si ça, c'est pas dans les livres. C'est pas dans les livres, ça. Mais j'ai appris ça des hommes concrets, je me dis, ça c'est la tradition du Prado. Huguetto, pour moi, c'est... Alors qu'il avait plein de défauts, qu'il ne pouvait pas se passer de son canon et de son courrier pour rouler ses cigarettes en pleine restriction, hein, mais il avait ce sens de l'évangile, ce sens des pauvres, ce sens des petits. Je crois que j'en ai un peu hérité, je le partage.